toutes et à tous, David Barou, je suis rédacteur en chef aux Échos et je remplace au pied levé Nicolas Barré qui a dû partir pour de bonnes raisons, pas d'inquiétude. Il a dû rentrer sur Paris plus rapidement que prévu pour des histoires administratives, mais tout va bien. Du coup, je n'ai pas préparé du tout cette table ronde, mais ce qui tombe bien, c'est que tous les intervenants, eux, savent très bien de quoi on doit parler. Et donc, du coup, je ne suis pas tellement inquiet. Le thème de la table ronde, déjà, pour complexifier, c'était donner un nouveau souffle à l'innovation. Mais en fait, on m'a prévenu qu'ils n'allaient pas parler de ça. On va parler en fait essentiellement de l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle peut être un moteur pour l'innovation. Vous le savez, on est tous confrontés à une somme de défis absolument incroyables, que ce soit écologiques, économiques, sociétaux. La question, c'est est-ce qu'on règle tout ça par de la décroissance, de la sobriété, ou est-ce que peut-être une petite dose d'innovation pourrait nous aider à surmonter les problèmes auxquels on va devoir faire face ? Ma réponse à moi, ça serait oui, on pourrait arrêter le débat tout de suite. Mais on va essayer d'être un peu plus intelligent et plus profond que ça. Pour en parler, comme c'est de coutume ici au Cercle des économistes, un économiste, Bertrand Jacquillat, qui nous donnera des mots de présentation pour cadrer le débat. Juste à côté de lui, Clara Chapas, qui dirige la mission French Tech, qui est rattachée au ministère de l'économie et qui a pour mission de défendre et d'aider l'écosystème start-up à croître. C'est quelque chose qui a été lancé il y a une dizaine d'années par Fleur Pellerin, qui se trouve juste à côté de moi à ma droite, qui dirige aujourd'hui un fonds de capital risque basé en France qui s'appelle Coria Capital, avec des actionnaires aussi coréens. Pour reprendre l'ordre de présentation, juste à côté de Clara, Olivier Girard, qui est président d'Accenture. À côté de lui, Gilda Barrère, qui dirige Sequence. Je vais mal prononcer le nom, mais je crois que c'est ça. Sequence, on prononce comme ça? Ouais. Alors Sequence, le nom n'est pas très connu, mais c'est une entreprise qui fait des principes actifs, c'est-à-dire qui fabrique les briques de base des médicaments qui ont été inventés par d'autres et qui est basée en France. À côté de lui, Mingang qui dirige Huawei France. Huawei, grand équipementier télécom, mais qui se diversifie aujourd'hui dans d'autres secteurs. Et à côté, je le disais, Fleur Pellerin. Commençons tout de suite par peut-être cadrer le débat. Je passe la parole à Bertrand sur la place de l'innovation et l'IA pour surmonter les défis auxquels on doit faire face. Bertrand. Oui, pour un nouveau souffle à l'innovation, en fait un souffle a déjà été donné à l'innovation. Il y a 6-7 ans, il n'y avait pas une seule, je crois, licorne en France, c'est-à-dire société dont le chiffre d'affaires avait atteint ou dépassé le milliard d'euros. Alors depuis, en octobre 2021, il y a eu un grand plan d'investissement d'avenir qui a été lancé par Emmanuel Macron. Patricia Barbizet, qui est très proche du cercle des économistes et qui va être au travail ce matin dans une des sessions, a présenté en fait les premières conclusions de ce plan d'investissement d'avenir à Elisabeth Borne il y a une dizaine de jours. Et en fait, depuis ces 5 ou 6 années où le terreau était peut-être fertile, mais n'avait pas donné de jeunes pousses, depuis il y a plusieurs dizaines maintenant de sociétés qui ont atteint ou dépassé en France ce milliard d'euros. En fait, donc la France a beaucoup d'atouts et Éric Le Boucher, qui est un éminent journaliste des Échos, parlait de transformation disruptive et historique qui avait eu lieu grâce aux innovations qui ont imprégné beaucoup de secteurs, y compris le luxe, y compris une partie de la tech, et sans doute va le faire pour l'économie post-carbone. Alors j'ai demandé effectivement en préparant cette session à chacun des participants de mettre l'accent, puisque l'innovation c'est quelque chose d'extrêmement général, mais de focaliser sur l'apport de l'intelligence artificielle dans l'innovation. Et il faut dire que l'intelligence artificielle demande énormément de moyens, à la fois de moyens en termes calculatoires, d'immenses bases de données et bien entendu de talents pour utiliser ces ressources. La France d'ailleurs ne manque pas d'atouts. D'abord, il y a des atouts en matière humaine, puisque bien que les classements de l'éducation en France baissent selon les classements PISA, nos ingénieurs diplômés des grandes écoles scientifiques sont énormément demandés dans le monde entier, y compris dans la Silicon Valley, qui est peuplée de Français et d'Indiens, de formation française ou indienne. Il y a bien entendu les moyens financiers, le capital risque
est en 5e position pour le financement de start-up innovantes en France, après les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et l'Inde. Des atouts en matière énergétique, puisque pour faire fonctionner tout cela, il faut beaucoup d'énergie. Et grâce au renouveau du programme nucléaire, la France disposera sur la durée d'énergie peu chère. Et en fait, en fin de compte, il y a un gisement d'opportunités. On peut prendre un exemple d'une association privée-publique qui ferait florès, c'est celle dans le domaine de la santé. Vous savez que les deux secteurs où les progrès de productivité sont les plus faibles sont l'éducation et les activités d'hygiène et de santé. Dans le domaine et qui plombe la croissance de la productivité et la croissance économique. Mais dans le domaine de la santé, on peut tirer parti d'un des avantages, si je puis dire, de la France, c'est que pour avoir l'intelligence artificielle, il faut d'énormes bases de données. Et en matière de santé, une alliance entre des sociétés comme Doctolib et l'assurance maladie, qui est centralisée, c'est un des problèmes de la France, mais là c'est un atout, pour avoir une base de données considérable pour améliorer le gisement santé. Voilà les propos introductifs que je voulais donner à cette table ronde. Merci Bertrand. Plutôt pour ce message optimiste, disant on a des atouts, on pourrait peut-être y arriver. Clara, le bilan de la French Tech il y a maintenant une dizaine d'années, effectivement, peut nous inciter à une forme d'optimisme. Dans quelle mesure, dans le contexte actuel où on sait qu'il y a une tension sur l'écosystème, il faut quand même faire preuve de prudence? Et la deuxième question tournerait autour de la spécificité sur l'intelligence artificielle. Dans quelle mesure en France, face à des géants anglo-saxons qui font la une des échos régulièrement, on peut essayer de se dire qu'il y a la place pour un écosystème français sur ces nouveaux métiers de pointe pour qu'on ne soit pas dans quelques années un peu à la traîne comme on l'a été dans la première et deuxième génération Internet? Optimisme, je pense que c'est le bon mot. Il y a la place, mais il y a surtout, je pense, le devoir de créer cet écosystème. On est face à une révolution technologique dont on vient de donner les contours, qui est énorme d'un point de vue économique, parce qu'on pense bien sûr aux usages. Je pense que la plupart d'entre nous a essayé de s'amuser un petit peu avec ChatGPT et a vu à quel point on peut gagner en productivité. Mais on est surtout face à une énorme opportunité économique. Aujourd'hui, on pense que l'intelligence artificielle, c'est à peu près 60 milliards d'un point de vue économique, mais ça sera 1300 milliards d'euros d'ici seulement 3-4 ans. Donc une vague s'ouvre devant nous qui va toucher tous les secteurs. Encore une fois, on pense à ChatGPT et les outils de productivité, mais le premier usage est dans la santé, une énorme outil de capacité d'accélération de déploiement de nos technologies de santé. Et ensuite s'en suivent l'automobile, les connaissances, enfin tous les domaines de l'économie sont touchés. Pourquoi optimiste? Parce que je pense que ce qui a fait le succès de la French Tech dans les 10 dernières années, et Fleur en parlera beaucoup mieux que moi, puisqu'elle était là au tout début, finalement nous donne les recettes d'un succès que je pense on peut aller chercher, en France ou en Europe en tout cas, sur cette nouvelle révolution technologique. C'est quoi? C'est pour moi 3 choses. On a parlé d'abord l'accès au talent, j'y reviendrai dans un instant, l'accès au financement, l'accompagnement, le fait de travailler collectivement, donc l'accompagnement aussi de l'État, que nous on pousse via la mission French Tech, via un certain nombre de programmes spécialisés, dont le programme French Tech 2030, j'y reviendrai. Et peut-être un enjeu sur lequel il va falloir accélérer, quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore assez bien fait, c'est la collaboration entre les startups et les grands groupes pour créer ces opportunités d'innovation. Donc talent d'abord. Pour l'anecdote, une grande partie des équipes d'intelligence artificielle et des labos de recherche américains sont peuplés de Français. Ça veut quand même dire quelque chose. On est d'ailleurs le pays qui fournit le plus de chercheurs en intelligence artificielle au niveau européen. 1 sur 4, je crois, 25%. Et ce qui est très positif, il me semble, c'est qu'on commence à avoir une espèce de retournement où ces chercheurs qui ont peut-être commencé à faire un certain nombre de thèses dans ces grandes GAFAM reviennent en France
pour lancer leur start-up d'intelligence artificielle, notamment sur l'intelligence artificielle générative, qui est celle qui nous intéresse le plus d'un point de vue souveraineté. Je pense à Arthur Mensch qui lance Mistral, qui venait d'OpenAI, à Dust, lancé par Stanislas Paulu, qui lui, venait d'OpenAI, Arthur Mensch venait de DeepMind. On voit des gens qui sont allés développer les modèles, disons, le plus loin possible aux États-Unis, qui reviennent, qui se font accompagner, qui se font financer pour lancer des modèles ici en France. Et ça, c'est un vrai retournement. Et donc, se pose la question du financement privé. Mistral AI a levé ce tout premier tour de table plus de 100 millions d'euros. Ça paraît énorme, mais en fait, quand on sait notamment le coût de la capacité de puissance de calcul derrière ces moteurs d'intelligence artificielle, on a besoin de ce type de financement. Et ce financement doit être à la fois public. Le président de la République a annoncé à Vivatech 1 milliard d'euros de financement supplémentaire, notamment à destination des grands calculateurs, parce qu'on a besoin d'avoir plus de puissance de calcul pour développer ces modèles, et de financeurs privés qui vont aller dans le même sens, soutenir ces innovations. Et là, je pense que tout le travail qui a été fait dans les 10 dernières années permettre de mobiliser l'argent public, on a parlé du plan France 2030, 54 milliards d'euros vers l'innovation de rupture, donc une grande partie vers l'intelligence artificielle, bien sûr via la BPI qui est un soutien énorme aux startups depuis 10 ans, couplé à une attractivité des fonds français grâce à des mécanismes comme les fonds Tibi qui vont amener les assureurs à soutenir les startups, mais aussi l'attractivité des fonds internationaux. On va avoir cette puissance de financement qui est nécessaire sur des technologies comme celle-ci, parce que c'est des technologies de très long cours, qui sont très coûteuses et qui vont pouvoir permettre de faire émerger des géants. Je serai courte sur l'accompagnement. L'accompagnement, c'est quoi? C'est se dire, on a un certain nombre de pépites. Dans le programme French Tech 2030, il y en a 8 qui travaillent sur l'intelligence artificielle. On considère peu ou prou qu'il y a à peu près 600 startups qui travaillent sur l'intelligence artificielle en France, 80% appliqués à des domaines spécifiques, 20% sur de la recherche plus fondamentale sur les modèles. 8 de ces 600 sont accompagnés aujourd'hui. On va les aider à les débloquer, à pouvoir les faire accélérer, justement à avoir les meilleurs financements publics possibles, parce qu'il y en a un certain nombre et il faut pouvoir accompagner ces startups. Et ça aussi, on l'a construit dans ces 10 dernières années, cette expertise, et on peut aujourd'hui la mettre à disposition de ces startups pour aller plus vite. Et je finirai sur un défi parce que je pense que ça donnera une bonne transition. C'est celui de la connexion grand groupe start-up. On ne peut pas construire des géants de l'innovation si on ne crée pas plus de ponts entre les grands groupes et les start-up. Aujourd'hui, les grands groupes ne jouent pas encore complètement le jeu, si je peux me permettre, sur l'intelligence artificielle. Environ 30% des grands groupes français l'utilisent, mais très peu ont une stratégie, notamment une vision sur les modèles d'intelligence artificielle générative. Et il va falloir construire cette vision commune si on veut créer ces géants et si on veut créer notre souveraineté sur ces technologies. Merci Clara. Olivier, effectivement, donc bonne transition, merci Clara, sur la place que l'intelligence artificielle occupe déjà dans les grandes entreprises. Est-ce qu'elles s'en sont déjà saisies? Accenture, vous conseillez des milliers et des milliers d'entreprises dans le monde avec des dizaines de milliers de salariés. Vous êtes spécialisé dans le conseil, la stratégie, mais aussi tout ce qui concerne la transformation numérique. Donc vous êtes au cœur de ce sujet. Est-ce que les grands groupes ont eu ce moment de révélation de ChatGPT et qu'est-ce que ça a changé pour eux? Est-ce qu'ils sont prêts à travailler avec les startups? Et dernière question liée à ça, c'est est-ce qu'aussi vous voyez se poindre une forme un petit peu d'inquiétude ou d'angoisse au sein des grands groupes par rapport à l'IA et comment est-ce qu'on peut y répondre pour faire en sorte de mobiliser les équipes et pas qu'elles aient envie de cacher les machines qui risqueraient de leur piquer leur boulot? Olivier. Alors j'essaierai de revenir sur tous ces points-là. Merci Clara pour la transition. Il faut répondre à cette invitation, mais j'y reviens à la fin. Donc comment les grandes entreprises s'emparent de ce sujet-là? J'ai distingué 3 formes de réponse ou 3 impacts, 3 natures de transformation. Mais avant ça, je voudrais revenir sur les difficultés qu'elles ont pour aller dans l'IA. La première chose, mais vous le savez peut-être déjà tous, les modèles fondations ou les large language models ont besoin d'être entraînés ou pré-entraînés. C'est les 2 lettres les plus importantes de l'acronyme très célèbre que Clara a prononcé. Le PT, ça veut dire pre-train. Ces modèles-là sont sachants, ont de la valeur s'ils sont entraînés sur une quantité de données absolument phénoménale. C'est ce qui les caractérise d'ailleurs. Quand vous regardez, parce qu'il y a plusieurs moteurs, plusieurs algorithmes et plusieurs modèles dans le monde, un des éléments qui les caractérise le plus, c'est le volume de données, la taille des données qui a servi à les entraîner. Ça, c'est le premier point qu'il faut absolument avoir en tête. Le deuxième point, c'est si vous ne savez pas, et c'est un des freins dans la grande entreprise, si vous ne savez pas sur quelles données vos modèles ont été entraînés, vous n'êtes pas sûr à 100% des éléments de réponse qui seront apportés. Si vous avez des
des questions grand public ou génériques, vous pouvez vous satisfaire de ça. À partir du moment où ces éléments viendront dans la prise de décision de l'entreprise, c'est tout à fait différent pour l'entreprise. Il faudra être capable de comprendre, de tracer, de savoir justement sur quels environnements de données ou comment on est arrivé à tel ou tel élément de décision. Ça revient à dire que les entreprises ont un travail énorme avant d'utiliser des modèles, c'est celui d'entraîner les modèles, parce qu'elles en utiliseront plus qu'un pour profiter de ça. Ça veut dire, c'est pas nouveau, que les données sont un nouvel actif de l'entreprise. Ça fait 10 ans qu'on dit déjà ça, mais on n'y est pas encore. C'est pas un actif comptable, par exemple. Ça n'est en aucun cas aujourd'hui un actif comptable. Et il faut qu'on arrive jusque-là. Il faut que la donnée soit un actif encadré comme les autres, avec une gouvernance, avec des façons d'auditer, avec de la qualité, avec une valeur associée qu'on retrouve de temps en temps dans la valeur des entreprises. Dans l'histoire des startups et d'Internet, beaucoup d'entreprises ont été valorisées avec leurs data, mais ça n'est absolument pas une valeur comptable aujourd'hui. Donc il y a un sujet très important ici de bien comprendre ce que ça veut dire que de créer cette nouvelle classe d'actifs. Alors si je viens maintenant directement à la question qui était quelle est la nature des transformations qui arrivent dans la grande entreprise poussée par l'intelligence artificielle générative, j'en vois 3. La première chose, ça concerne toute l'entreprise. Il faut bien dire que l'histoire de la tech, avec un peu de modestie, et quand on prend un pas de recul, la tech s'est beaucoup occupée du back-office dans l'entreprise depuis 20-30 ans, de la finance, on fait des stocks, on fait tourner des usines, etc. Depuis 10 ans, il y a un peu plus avec la révolution digitale, parce qu'on a des applications sur notre smartphone. Mais la vraie différence ici, c'est que l'IA générative est capable d'aller beaucoup plus loin dans la relation client, dans l'interface avec le client, dans tous les métiers du marketing, dans la gestion de contenu, créer des campagnes, parce qu'elle sait faire des vidéos, de l'image, du texte et tout un tas de choses de cette nature-là. On peut aller beaucoup plus loin. On peut aller jusqu'à... C'est probablement la seule façon, c'est probablement le seul outil qui nous permet d'aller jusqu'à ce nouveau paradigme qui est très intéressant pour les entreprises commerciales, pour les clients, mais aussi peut-être pour la sobriété. J'ouvre une toute petite parenthèse ici, c'est celui de l'extrême personnalisation. Je pense que seule l'IA générative est capable d'aller très loin dans l'extrême personnalisation des offres et de la relation client, qui sont un modèle vers lequel énormément d'entreprises tendent. Ça, c'est la première évolution, je dirais, du back-office à plus largement toute l'entreprise et en particulier ce qui touche aux clients. Le deuxième sujet, c'est à nouveau toute l'entreprise d'ailleurs, parce qu'on aura tous demain, il est très probable, assez rapidement, un copilote, un assistant, un double dans l'entreprise. Tous les collaborateurs seront concernés par ça. Ça aussi, c'est complètement nouveau. Nous, on fait déjà des réunions avec des clients où des IA nous écoutent et font bien plus que le compte-rendu de la réunion, puisqu'elles sont capables de dire voilà les 8 actions qui doivent sortir de cette réunion que vous avez évoquées, et voilà les 2 que moi je rajoute parce que je les trouve pertinentes avec le sujet que vous avez évoqué. Ça aussi, c'est différent. 100% des collaborateurs seront impactés par ces technologies-là. Le troisième point, c'est l'opposition du simple et du complexe. De la même manière que la tech, pendant les 30 dernières années, a fait énormément autour de back-office, elle sait quand même, il faut le reconnaître avec un peu de modestie, elle s'est occupée des choses plus simples, plus transactionnelles, qui se répétaient. La technologie n'a cessé de travailler autour d'identifier ces morceaux d'activité dans l'entreprise en laissant ce qui était très complexe à l'expertise humaine. La nouveauté ici, c'est que GenAI est capable d'aller traiter de choses extraordinairement complexes que jusqu'alors, seulement des années et des années d'expérience étaient capables de traiter. J'ai vu la semaine dernière dans l'univers de l'assurance des modèles capables de comprendre des sinistres extrêmement difficiles, extrêmement complexes, confrontés à des contrats de couverture, des contrats d'assurance, eux aussi très complexes, où il faut manier énormément de données, aller chercher des jurisprudences à l'extérieur et être capable en quelques heures de donner un avis qu'auparavant des experts très pointus, il leur fallait un peu plus de temps pour le faire. Donc voilà les 3 grandes choses que je vois dans l'entreprise, 100% des collaborateurs, le complexe par rapport au simple et la dimension client par rapport à la dimension plus généralement back-office ou middle office. Bill Gates dit on est tous en train de surestimer les gains de l'année 1 du GenAI, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire le grand travail préparatoire qu'il y a à faire sur la data. On est tous en train de sous-estimer les gains de l'année 3, 4 ou 5 si on a une vraie approche transformationnelle versus ce que j'appelle une approche productiviste à la tâche, qui est le piège dans lequel on ne doit pas tomber d'ailleurs. Moi, je pense que c'est un moment, aujourd'hui, il y a une telle disruption dans la tech que peuvent se redistribuer des fonctions de leadership dans l'industrie, dans certains secteurs qui sont très exposés à ça. Voilà, pour conclure, je dirais, soyez prêts.
volet, travailler, penser à vos data comme un nouvel actif. Il faut évidemment travailler le volet responsable. D'où vient la data? Quel niveau de confidentialité? Est-ce que je peux tracer ce que je suis en train d'utiliser? Quelle protection, quelles règles, quelle réglementation nécessaire je devrais appliquer? Le point le plus important pour répondre à la dernière question que vous aviez évoquée, c'est celui des collaborateurs. Il est nécessaire d'accompagner l'intégralité des collaborateurs vers ce qu'ils vont devenir, c'est-à-dire un homme ou une femme augmenté. On a beaucoup tendance, vous l'avez dit dans votre question, à regarder les emplois détruits. Et depuis 10 ans, parce que l'IA, c'est pas nouveau, il y a beaucoup d'études qui fleurissent et qui démontrent, à chaque fois, il faut le dire aussi avec un peu de modestie, à tort, que finalement, il y a beaucoup d'emplois qui seront détruits. C'est pas vrai. Et pourquoi c'est pas vrai? Parce que, et ce sera peut-être les mêmes causes pour les mêmes raisons ici, parce que la vitesse d'adoption n'est jamais celle qu'on pense. Parce qu'il y a des prérequis, confère ce que je disais sur les datas, qui sont plus complexes qu'on ne le pense. Parce qu'il y a des réglementations, parce qu'il faut s'adapter. Et je pense qu'on devrait davantage parler des emplois augmentés que des emplois détruits par ailleurs. Je pense, et je terminerai avec ça, que c'est un des plus grands défis qu'on a devant nous au XXIe siècle que de réussir le mariage de l'homme ou de la femme avec ces technologies-là. Aujourd'hui, le mot, c'est intéressant, le mot avec lequel on a le rapport avec la technologie, c'est le mot utilisateur. Quand on rentre dans une application, on est un utilisateur. Je pense que c'est plus le bon mot et qu'il faut inventer un nouveau mot qui dira mieux ce beau mariage que doit être l'ingéniosité humaine et la technologie. Super, merci, on y reviendra. Gilda, dans les défis que je disais, il va falloir qu'on relève, il y a celui de la transition écologique, il y a aussi tous les défis liés à la santé. On le disait, en France, on a l'avantage d'avoir un système de santé qui a su collecter des datas, ce qui peut être un plus. On a un défi par contre qui est celui de la production, de l'innovation, enfin l'innovation dans le domaine de la pharmacie et de la capacité à produire ces médicaments. On a beaucoup parlé de relocalisation, comme si on fabriquait plus rien en France. Vous êtes le contre-exemple parfait, puisqu'en fait, on produit encore des principes actifs et des médicaments en France, peut-être pas assez. Mais la question, c'est est-ce qu'on pourra en produire plus et dans quelle mesure l'innovation augmentée à l'IA en particulier pourrait permettre à la France de redevenir un pays plus innovant et plus producteur dans les domaines de la santé. C'est un peu ça la question initiale que j'avais envie de vous poser. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors effectivement, pourquoi je suis dans ce panel? Nous, on est plus l'industrie traditionnelle, on est dans la production, dans les procédés de production. Sequence est un des leaders mondiaux du développement et de la production de principes actifs génériques que vous connaissez tous, paracétamol, aspirine, mais aussi innovants, c'est-à-dire les nouvelles molécules développées par les laboratoires pharmaceutiques qui soigneront les pathologies de demain, donc les médicaments de demain, c'est nous qui les produisons. Et pourquoi on a encore une empreinte industrielle en France? C'est justement parce qu'on innove. On a la particularité par rapport à nos concurrents d'avoir une innovation, une recherche et un développement particulièrement forts. On a 350 personnes chez nous sur 3500, donc 10% de nos effectifs, qui sont dédiés à l'innovation, à la recherche et au développement et qui travaillent sur nos 10 centres de R&D à l'innovation traditionnelle de l'industrie traditionnelle, c'est-à-dire l'amélioration des procédés, l'amélioration de la performance des procédés, mais qui travaillent aussi sur l'innovation un peu moins traditionnelle, c'est-à-dire l'accompagnement de nos clients pour accélérer le développement de leurs molécules. Et c'est là que tout à l'heure j'évoquerai un petit peu comment on peut appliquer les nouvelles technologies à nos métiers. Comme vous le voyez, pour nous, l'innovation, c'est avant tout un enjeu de survie. C'est-à-dire que si on n'innove pas, si on produit comme nos concurrents, si on produit comme nos concurrents asiatiques, américains, concrètement, on a une place en Europe qui est relativement limitée. Et finalement, si on n'investit pas et on n'innove pas, notre industrie est condamnée à progressivement perdre des parts de marché. Donc les deux enjeux pour nous, le premier enjeu, et je commencerai par celui-là, est un enjeu de valorisation de nos innovations. C'est-à-dire que quand on développe un nouveau produit, quand on développe une nouvelle fonctionnalité, quand on développe un procédé qui est plus compétitif, c'est immédiat, nos clients l'achètent, on a ce qu'on appelle un payback, on a une rentabilité immédiate, on peut mettre de l'argent au travail, notre actionnaire nous soutient, on est capable de lancer des investissements très importants pour développer ces nouveaux procédés, ces nouvelles productions, ces nouvelles fonctionnalités. Quand il s'agit d'une innovation qui a un apport plus durable, là se posent des questions. Et quand je parle des apports plus durables, c'est par exemple un procédé qui va réduire l'empreinte environnementale de nos procédés, c'est un développement qui est plus rapide. Donc qui est plus rapide, oui, mais par rapport à quoi?
toujours difficile à le mesurer. Donc cette valorisation des apports durables de l'innovation, je pense que c'est un des premiers enjeux pour donner un nouveau souffle à l'innovation. C'est vraiment les prendre en compte. Et hier, dans les tables rondes qu'il y a eu dans cet amphi, on a beaucoup mis en avant comment mieux valoriser l'empreinte environnementale de nos productions. Donc ça, c'est plus traditionnel. Et maintenant, pour revenir sur le thème plus précis de cette table ronde, comment une industrie traditionnelle peut se saisir des ruptures technologiques qui arrivent. On l'a vu ces 10 dernières années et ça a été évoqué, on a eu tout l'enjeu de digitaliser nos métiers. Donc un procédé de production, vous imaginez tous à quoi ça peut ressembler. La première étape a été de digitaliser nos procédés et nous y avons investi beaucoup d'argent ces 10 dernières années. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'intelligence artificielle, mais pas que. On a beaucoup d'autres ruptures technologiques qui arrivent. Et comment une industrie traditionnelle s'empare de ces défis? Je pense que tout a été dit dans les 2 interventions précédentes. La première chose, c'est d'être au cœur d'un écosystème qui nous apporte ces technologies. C'est bien beau d'entendre parler dans les journaux d'intelligence artificielle. Nous, industrie traditionnelle de procédés, on ne sait pas ce que c'est. Si on n'a pas des personnes à côté de nous, proches de nos usines, ou des intégrateurs type Accenture qui viennent nous aider à les comprendre, à les maîtriser et à les appliquer à nos procédés, ça restera lettre morte et ça restera joli sur des présentations, mais ça ne sera pas appliqué à l'économie réelle. Donc ça, c'est vraiment un premier enjeu. Le deuxième enjeu, et ça a été dit, c'est comment on peut utiliser ces nouvelles technologies pour répondre aux besoins de nos clients et plus largement pour répondre aux besoins de nos clients, c'est-à-dire aux besoins de la collectivité. Donc pour nous, cet enjeu-là, clairement, il se dessine dans l'accélération des développements de procédés, des nouvelles molécules. Et là, pour ça, on a besoin justement de recueillir de la donnée, de caractériser la molécule, de croiser les caractéristiques de la molécule, c'est-à-dire notre métier, avec le métier de notre client, c'est-à-dire la caractérisation de l'effet de cette molécule sur le patient, avec des technologies justement d'intelligence artificielle et de réconciliation de ces données. Nous, on peut derrière prendre des positions très importantes sur ces marchés et apporter des procédés qui permettent d'augmenter l'efficacité des médicaments. Donc vraiment, les 2 enjeux, valoriser l'innovation petit 1 et petit 2, se saisir des ruptures technologiques pour l'appliquer à nos métiers, mais ça suppose que ces ruptures technologiques soient développées en France, à côté de chez nous. Merci. Mingang, vous travaillez chez Huawei en France depuis, je crois que vous devez être en France vous-même depuis quelques années, parlez parfaitement le français. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'un grand groupe chinois, finalement, a besoin de se développer en France? Et en France, vous ne faites pas que vendre du matériel, vous avez aussi investi dans au moins une dizaine de startups, vous avez investi dans un laboratoire de R&D, vous investissez dans la production. Est-ce que c'est parce qu'on est un pays innovant? Est-ce que c'est ça qui vous attire en France? Bonjour à tous. Merci beaucoup de poser ces questions-là. Je veux dire, Huawei, c'est une entreprise d'innovation et qui est présente en plus de 170 pays et régions. Pourquoi en France? Et qu'est-ce qu'on fait en France? En France, ça fait 20 ans que Huawei est présent en France et ça fait depuis 2014 qu'on a lancé en fait ce qui est recherche et les centres de recherche et de développement en France, les 5 centres de recherche et de développement sur les différentes activités. Et en 2020, on a inauguré également le centre de recherche fondamentale en France. Donc il y a une relation effectivement d'innovation entre Huawei et la France, dans les différentes activités. Mais là, le centre de recherche fondamentale, donc je reviens un petit peu sur ça, c'est qui est important parce que on a parlé beaucoup donc innovation juste à l'instant et on parle ces innovations-là, la recherche fondamentale, c'est la fondation de ces innovations-là. Donc, qu'est-ce que fait ces centres de recherche fondamentale en France? Pourquoi on a lancé ça en France? Donc, évidemment, dans les mathématiques, ces centres-là, c'est concentré un petit peu sur la recherche fondamentale en fait en mathématiques. Donc, le centre, c'est pour destiné à accueillir en fait les scientifiques du monde entier qui viennent travailler en France avec nous
et aussi avec tout le monde. Et donc le résultat, c'est, comme dit, c'est la recherche fondamentale, le résultat, ça sera partagé avec l'ensemble de la communauté scientifique. Et en disant ça, et je dis aussi, c'est la fondation en fait d'innovation. Donc là, si vous voulez, en tant que l'entreprise d'équipementier de télécommunications, d'information, de technologies, etc. Et donc c'est là où c'est important en fait qu'on continue. Aujourd'hui, on parle en matière de transmission, on parle de la 5e génération, de la 5G sur les technologies mobiles. Mais voilà, donc c'est grâce à ces innovations qu'on arrive à avancer en fait sur les différentes technologies. Et ces différentes technologies, c'est basé sur fondamentalement sur les mathématiques. Et donc là, c'est un peu dans ce sens-là qu'on l'a créé. La particularité en fait de ces groupes Huawei, globalement parlant, c'est qu'on investit énormément en fait dans la recherche et le développement. Les 10 dernières années, pour vous donner une idée, c'est quelques 140 milliards de dollars investis. Donc l'année dernière, dans la dernière année, on a battu le record, plus de 25% de chiffre d'affaires qui est investi en fait dans la recherche et le développement. Deuxième question, on sent que une sorte de fracture est en train de s'opérer dans le monde de la technologie. On est passé d'un monde qui était très globalisé avec des innovations partagées partout à un monde qui est peut-être en train de se couper avec un bloc occidental et peut-être un bloc chinois dans l'innovation. Est-ce que Huawei est confiant dans la capacité de l'écosystème chinois à continuer à travailler avec les autres et aussi à être un écosystème performant dans le monde de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous pouvez rester dans la course? Notre vision en fait sur ces questions, c'est que bon, on parle aujourd'hui de séparation, de découplage quelque part, mais comme je disais tout à l'heure, depuis 2014 qu'on investit en France, mais pas que en Europe. Vous savez, on a 23 centres de recherche et de développement en Europe. On en crée quelques 15 000 emplois directs et 220 000 emplois en fait un peu dans l'Europe. Et en France, on est 1200 collaborateurs et avec un peu moins de 10 000 emplois créés. Donc là, ça c'est en fait c'est un écosystème. J'irai en fait pas jusqu'à mondial, mais au moins en fait il y a un écosystème, notamment dans la haute technologie. Jusqu'à là, c'est vraiment un travail collaboratif. Innovation, par exemple, on ne peut pas dire, par exemple, quand on fait innovation là, sur la 5G, par exemple, il y a très peu de gens qui le savent que chez Huawei, en France, on a un centre de mathématiques et de développement qui regroupe quelques 80 chercheurs qui travaillent sur une partie en fait des algorithmes de la 5G en collaboration avec une équipe chinoise, etc. Donc là, c'est un travail qui est, c'est pas seulement côté en Chine, côté en Europe. Donc ça, c'est effectivement on l'a beaucoup investi. Pas qu'en Chine, mais aussi en Europe et ailleurs. Bon, malheureusement, tout le monde sait que voilà, la situation depuis quelques années, c'est bon, qu'il est tel qu'il est, mais on essaye, on travaille avec tout le monde pour maintenir cet écosystème. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous avez parlé en fait tout à l'heure les startups et on a également parlé des différentes startups, les Bigon. Et depuis 10 ans en fait que Huawei, cette année c'est la 10e année que Huawei soutient un programme de soutien de startups qui s'appelle les Digital Impulse. Donc voilà, on recense en fait 100 startups. Mais on n'est pas investi dans les startups, mais ça, simplement un soutien pour lier en fait l'écosystème d'innovation français et l'écosystème innovation, le marché innovation en Chine, à Hong Kong, à Shenzhen, etc. Donc ça, si vous voulez, en fait, c'est tout un travail. Il n'y a pas que Huawei, mais il y a aussi tous les acteurs dans le tech qui travaillent en fait un peu d'une manière collaborative. Donc c'est très important et j'espère bien que la situation en fait n'arrive pas jusqu'à un peu l'extrême
Parce que sinon, en fait, on retourne en arrière. Et là, c'est dramatique. Merci Mingang. Maintenons les ponts ouverts. Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui sonne. J'allais engueuler quelqu'un, mais si ça se trouve, c'est moi qu'il faut engueuler. C'est insupportable, ces gens qui oublient d'éteindre leur téléphone. Ça doit être un livreur Amazon, hein, c'est tout le temps pareil. Hein, c'est pas... Excusez-moi. Fleur. Revenons un tout petit peu en arrière avant de parler de l'avenir. En 10 ans, quand vous avez lancé, à l'époque vous étiez en charge des startups au ministère de l'économie et tout cet écosystème de la French Tech. Premier bilan, peut-être d'abord un point sur le chemin qui a été accompli. Quand vous regardez ce qui a été accompli, de quoi est-ce que vous pouvez être fier et de quoi aussi vous dites peut-être on n'aurait pas dû faire comme ça, on aurait peut-être dû faire autrement. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être juste pour décrire en fait la façon dont moi j'avais conçu ma feuille de route, pour ainsi dire, parce qu'elle ne m'avait pas vraiment été transmise. J'avais eu beaucoup de liberté dans la façon de l'élaborer, à la fois sur la forme et sur le fond. Peut-être un mot pour décrire la différence entre invention ou R&D et innovation, parce que notre sujet aujourd'hui c'est l'innovation. En fait, peut-être ce qu'on peut expliquer pour différencier les deux concepts, c'est qu'une invention, c'est une création de l'esprit humain, mais elle ne va pas nécessairement donner lieu à une innovation, au sens où elle ne va pas nécessairement rencontrer un marché ou se transformer en un produit nouveau ou une amélioration incrémentale d'un produit. Donc la différence, je dirais, entre invention et innovation, c'est que l'innovation, c'est vraiment le fait de mettre sur le marché un produit qui va répondre à un besoin et qui va trouver donc un public pour l'acheter. Et en fait, moi, lorsque j'ai été en charge de l'économie numérique, je regardais un peu ce qui se passait dans certains écosystèmes qui étaient très inspirants, essentiellement la Silicon Valley et Israël, qui sont évidemment des écosystèmes qu'on ne peut absolument pas reproduire ailleurs parce qu'ils sont le fruit de circonstances particulières qui ne peuvent pas être juste par une recette ou par l'assemblage d'un certain nombre d'ingrédients être reproduites, mais néanmoins ce sont des exemples qui sont quand même inspirants. Et donc en France, il me semblait qu'on avait plein d'ingrédients qui permettaient de créer un système d'innovation, de soutien de l'innovation, de financement de l'innovation performant, mais que ces ingrédients manquaient d'une forme de liant et que donc il fallait que je cherche la recette de ce liant. Et alors c'est assez difficile parce que finalement, je pense que l'État n'est pas toujours, ou le gouvernement, l'administration, a souvent en matière d'innovation, de modernité, un petit temps de retard sur c'est pas du tout une critique sur les personnes, c'est que souvent, comme c'est une administration ou c'est une bureaucratie qui est assez lourde, c'est assez compliqué d'être parfaitement en phase avec le rythme de l'innovation pour trouver les réglementations qui vont bien s'appliquer ou les systèmes d'encouragement qui vont être performants. Et donc le risque, c'était d'avoir une approche un peu trop administrée qui aurait été refusée par l'écosystème ou qui n'aurait pas produit des effets intéressants. Et à titre d'exemple, parce qu'on parlait tout à l'heure un peu avant de commencer cette session des erreurs à ne pas faire, moi je trouve qu'il y a une erreur dans le fait de croire que le gouvernement sait mieux que tout le monde ou que l'administration sait mieux que tout le monde, par exemple pour choisir des technologies d'avenir ou de rupture et donc d'orienter massivement des financements publics vers tel ou tel acteur. Je pense que ça c'est un peu compliqué, ça peut marcher parfois, mais c'est pas, il n'y a pas de gage de succès et je ne pense pas que l'État soit le mieux placé, le mieux outillé pour savoir qui sont les acteurs les mieux placés. La stratégie publique française mais aussi européenne dans le cloud par exemple est un bon exemple parce que je crois qu'on a misé sur des acteurs ou sur des technologies qui finalement n'ont pas tellement fait leurs preuves. Le moment où on parlait tous au niveau européen de créer un Google européen, enfin on voit bien que ça n'a absolument rien donné et je pense que là en matière d'IA générative c'est intéressant parce qu'effectivement il n'y a pas d'acteurs dominants mais enfin il y a quand même des gens qui ont pris beaucoup d'avance. On a fort heureusement des initiatives comme Mistral.ai qui vont permettre peut-être de remettre la France et l'Europe dans la course, mais la messe n'est pas dite. Donc c'est vrai que c'est un moment où on peut encore changer la donne, alors que lorsqu'on a commencé à dire on va créer un Google européen, c'était déjà trop tard en réalité. Donc approche trop administrative, approche trop arrogante, je dirais, des États en matière de choix de technologie ou de choix d'acteurs, ça je pense que c'est une erreur et en fait ça ne marche pas vraiment. Regardez les Américains, ils n'ont pas vraiment fait ça, ils ont soutenu massivement en subventionnant via des organismes comme la DARPA par exemple, mais ce n'est pas vraiment le gouvernement qui a fait des choix technologiques ou des choix d'acteurs. Donc ça je pense que c'était une erreur. Et pour en revenir au moment de création de la French Tech, de cristallisation de la French Tech, c'est vrai que pour moi, créer un système favorable à l'innovation,
d'innovation, c'était créer un système de réglementaire, de fiscalité qui permette de stimuler le financement de l'innovation. C'était aussi changer un peu les mentalités. Alors ça, c'est le plus difficile, bien sûr, parce que la culture, ça ne se décrète pas. Une culture du risque, ça ne se décrète pas. Donc changer les mentalités, donner aussi envie aux jeunes générations de s'engager dans de la création d'entreprises, de favoriser l'orientation des jeunes dans les disciplines mathématiques, dans l'algorithmique, puisque ce sont des domaines qui sont indispensables, dans lesquels on est très fort en France. Donc il y avait tout un tas d'ingrédients, pas un seul ingrédient, mais beaucoup d'ingrédients qui me paraissaient nécessaires. Par exemple, sur le plan réglementaire, là on parlait beaucoup de recherche-développement, d'innovation. On avait créé un crédit d'impôt innovation. Il y avait le crédit impôt recherche qui était extrêmement performant pour attirer des centres de recherche en France. J'imagine que Huawei, puisqu'il y a beaucoup de chercheurs de Huawei en France, a dû aussi utiliser ce dispositif. C'est un dispositif assez puissant pour localiser de la matière grise sur notre territoire. Donc ce crédit d'impôt recherche, il visait de la recherche fondamentale, et avec mon équipe, on s'était dit pourquoi ne pas essayer de l'étendre à l'innovation, même si c'est un concept beaucoup plus difficile à qualifier et enfin à définir d'un point de vue réglementaire. Donc on avait décidé de faire bénéficier des PME innovantes de ce crédit d'impôt qui permettait de réduire les dépenses marketing, de commercialisation d'un produit innovant, et on avait réussi à définir un produit innovant qui apporte vraiment un bénéfice pour l'utilisateur, qui est plus éco-responsable. Enfin, on avait défini un certain nombre de critères. Donc ça, ce sont des exemples de démarches réglementaires. Le fait de rendre la fiscalité plus intéressante pour les investisseurs, des entrepreneurs par exemple qui ont fait du cash out et qui vont réinvestir plutôt que dans de l'immobilier dans une start-up, sont des mécanismes qui permettent d'orienter les financements vers l'innovation. Donc tous ces éléments étaient des éléments plutôt de réglementation. Et puis, ce qui me paraissait très intéressant, c'était effectivement de créer un environnement qui favorise les mentalités entrepreneuriales, qui donne à voir des réussites entrepreneuriales. Et c'est vrai qu'il y avait à l'époque, on avait quand même déjà quelques licornes, on avait du Blablacar, on avait des licornes dans le secteur des télécoms, mais c'est vrai que le nombre, je crois qu'on a plus de 25 licornes aujourd'hui. En fait, la graine a été plantée à ce moment-là, elle n'a pas été plantée plus tard. Ça met du temps, un écosystème, à se former. Mais je crois vraiment que c'est ce qu'on a commencé à insuffler comme dynamique à l'époque, au début des années 2010, qui a vraiment permis aujourd'hui à ce système d'innovation, cette innovation à la française de prospérer. Et j'espère qu'il y aura encore à l'avenir beaucoup d'autres belles histoires de succès, notamment dans l'IA générative. Désolée, j'ai pas rempli le contrat, j'ai pas beaucoup parlé d'IA générative, mais je pense qu'on est à un moment très critique parce qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de winner. Ce sont des marchés où généralement winner takes all. Il y a des effets de réseau qui font que le premier en général emporte une place dominante dans les marchés. Donc c'est vraiment le moment de se positionner et de faire les bons choix, à la fois dans le public et dans le privé, pour avoir des acteurs puissants dans le domaine. Peut-être pour justement parler en un mot d'IA, le fonds que vous représentez investit massivement en France. Est-ce que vous êtes là plutôt pour investir dans des secteurs? Quels sont les secteurs qui peuvent vous attirer le plus? Et est-ce que sur l'IA, vous seriez prêt à mettre de l'argent dans des startups françaises où ça paraît trop risqué parce qu'effectivement les Américains ont beaucoup d'avance? Ça dépend un peu de quoi on parle. Moi, j'ai un fonds qui investit plutôt late stage dans des séries, dans des entreprises qui sont déjà assez matures, qui sont valorisées plus de 100 millions d'euros, qui font du chiffre d'affaires et qui sont proches de la profitabilité. L'IA, évidemment, c'est un domaine qu'on a regardé. Enfin, c'est même pas vraiment un domaine d'ailleurs, parce que c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très diffusé dans tous les secteurs. Le tour incroyable qui a été réalisé par Mistral, qui est une entreprise qui, je crois, quand elle a levé, elle n'avait même pas déposé ses statuts. Pour nous, ça serait totalement inatteignable. Et d'ailleurs, je regrette que ce soit un fonds américain. Enfin, c'est formidable, c'est à la fois formidable, et la BPI est présente aussi dans cet écosystème-là, mais c'est vrai qu'il y a peu de fonds français ou européens qui sont capables de suivre sur des tours qui sont des tours de seed, enfin des tours d'amorçage tout au début, 100 millions, à 100 millions. C'est vraiment très rare. C'est formidable que ça puisse faire. Moi, mon fonds n'aurait pas pu, c'était trop cher, quoi. Ça n'aurait pas pu se faire. Mais oui, bien sûr, on regarde de près toutes ces opportunités parce qu'elles vont être, encore une fois, distribuées dans absolument tous les secteurs, et
c'est important de pouvoir se positionner sur ces technologies. Il nous reste une dizaine de minutes. Il y aura peut-être le temps pour une ou deux questions de la salle. Moi, j'avais une question un peu générale. Il y a un mot dont on a peu parlé, qui est celui de la régulation. Je ne sais pas si ça inspire quelqu'un de réagir sur la régulation. Il y a on dit souvent en Europe, on commence par réguler avant d'innover. Est-ce que vous êtes un peu inquiet du débat qui monte autour de la régulation de l'IA quand on se compare par rapport aux États-Unis? Est-ce que ça inspire quelqu'un? Olivier a posé son papier. Est-ce qu'il est prêt à prendre un micro? Merci. Bon. Écoute, je me lance. Non, mais moi, je pense que la régulation, c'est une différenciation européenne qui est reconnue par le consommateur. Et les grandes plateformes américaines sont venues s'inspirer d'RGPD, qui a plutôt été vu comme un succès. Et donc je pense que voilà, on ne changera pas notre nature, mais je pense que la tech, elle doit être responsable. Et quelque part, la responsabilité, ça passe par des réglementations. Alors après, il faut les réussir. Mais en attendant, l'exemple des RGPD est positif. Et ce qui est devant nous doit l'être aussi, parce que je pense profondément que c'est une occasion de se différencier. Clara, sur ce point, et ensuite Gilda. Oui, je pense qu'il y a énormément de travaux qui sont faits sur l'intelligence artificielle, mais qui en fait reprennent la dynamique qui vient d'être mentionnée, de se dire que, et dont parlait Fleur très bien, il faut, pour réussir à aligner tous les éléments de succès d'un écosystème, en fait, il faut travailler ensemble. Et je pense que c'est ça qui a été très bien fait dans les 10 dernières années, et ce ensemble comprend la régulation. Et donc réfléchir ensemble à ce cadre au début et pas a posteriori comme on peut le voir aujourd'hui aux États-Unis, je pense qu'en effet ça peut être une de nos forces. Bien sûr, il faut le faire d'une façon qui ne va pas ralentir cette innovation. Et on a, je crois, notamment le ministre du numérique actuel, Monsieur Jean-Noël Barrot, qui est très mobilisé sur cette question et toujours avec cette dynamique collective d'être au plus près de l'écosystème, d'être au plus près des startups, de comprendre leurs besoins et de comprendre les risques de cette régulation pour créer ce cadre collectif qui, je pense, peut être un atout et une différenciation européenne. Gilda? Oui, alors sur la santé et le marché plus régulé possible, puisqu'on veut que les médicaments qu'on consomme soient sûrs, absolument sûrs. Il vaut mieux qu'ils commencent par faire du bien, soignent, voilà, il vaut mieux qu'ils soignent qu'ils tuent, ça c'est clair. Donc on voit toujours la réglementation comme un frein. Or, la réglementation est absolument nécessaire. Donc à la fin, c'est comment dans nos projets innovants, on tient compte de la réglementation, parce que la réglementation a une finalité. La réglementation, le but, c'est que le produit soit sûr. Voilà. Ouais, dans la santé. Mingang et après oui, Fleur, en tant que comment dire, de la partie en fait de technologie et notamment en regardant un petit peu en fait dans le passé des dizaines d'années, l'évolution technologique est extrêmement rapide. Je pense qu'en fait il faut évidemment réguler, mais il faut en fait une bonne régulation et notamment il faut. Alors vous avez posé la question tout à l'heure, voilà, le côté Chine, comment ça se passe, etc. Je pense qu'il ne faut pas que la régulation soit un frein pour le dynamisme d'innovation. Donc ça c'est très important. Le premier point. Et le deuxième point, il faut que la régulation arrive à suivre l'évolution technologique pour qu'il soit le plus efficace en même temps qu'il n'est pas un frein. Ça, c'est très important. Fleur, sur la régulation, est-ce qu'on va avoir dans un pays administratif une tentation de réguler trop vite, trop massivement ? C'est possible, c'est possible. Mais je pense qu'on peut approcher les choses. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir une espèce d'approche. Nous, on avait appelé ça avec mon équipe, je me souviens, Smart Regulation. Et un exemple, par exemple, c'était le financement participatif qui était sous-développé en France à l'époque où j'étais en fonction et où, en fait, c'était le manque de réglementation qui faisait que cette activité ne pouvait pas prospérer. Pourquoi ? Parce que le financement participatif, pour une de ces activités qui était le prêt participatif, le prêt, c'était un monopole bancaire en réalité par la réglementation et du coup il fallait créer le cadre dans lequel d'autres acteurs que les banques pouvaient éventuellement investir ce marché. Et donc à partir du moment où on a créé cette régulation sur le crowdfunding en 2013, eh bien les acteurs économiques français ont pu commencer à développer des activités. Donc là c'est un exemple typique où finalement une réglementation peut justement stimuler la création d'activités. Alors après c'est vrai que dans la santé, moi je suis pas du tout une spécialiste, mais j'ai souvent des gens qui me disent le process de mise sur le marché à cause de la réglementation française et européenne plus générale est beaucoup plus long qu'aux États-Unis, peut-être pour des raisons prudentielles, mais peut-être aussi pour des raisons qui pourraient être,
d'une manière qui pourrait être réexaminée et faire en sorte que ces processus puissent garantir à la fois la sécurité et la santé des utilisateurs, mais en même temps accélérer un petit peu le rythme de mise sur le marché des médicaments ou des molécules qui sont développées en France. Donc on voit bien qu'il y a aussi des formes de réglementation où par superposition de contraintes, on arrive à des choses qui peuvent handicaper considérablement les acteurs domestiques. Et ça, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut vraiment être extrêmement attentif, parce qu'on a tendance, c'est vrai, à sédimenter les réglementations. Et après, plus on sédimente, plus c'est difficile de rendre les choses un peu plus flexibles et agiles. Donc oui, la réglementation peut être une opportunité. Le RGPD, ça a été très peu clair pendant longtemps. Est-ce que c'est quelque chose qui avantage ou désavantage des acteurs européens? Et puis finalement, on se rend compte que parfois des réglementations qui protègent le consommateur, qui défendent les libertés publiques, etc., peuvent être un avantage compétitif. Et en matière d'IA générative, je pense qu'on aura beaucoup de défis, parce qu'on voit bien qu'en termes de propriété intellectuelle, en termes de protection de la vie privée, il y aura des enjeux considérables. Ok, je ne suis pas en train de m'en aller, je vais juste apporter un micro. Peut-être monsieur derrière, on a peut-être le temps pour une... Allez-y. Bonjour, mon nom est Philippe Caz, je travaille dans la Silicon Valley, j'aide l'écosystème européen à s'implémenter aux États-Unis. Ma question a trait à l'accès aux données, qui, comme Olivier disait, est très important. On a besoin de données maintenant pour pouvoir générer des modèles qui vont générer de la valeur dans 3 ou 4 ans. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en France pour permettre d'accéder aux données, qu'elles soient des données qui sont créées par le gouvernement, par l'État, ou même des données qui sont créées par les entreprises, pour justement permettre à ces modèles de se former maintenant? Est-ce que les données sont accessibles? Alors, est-ce que Olivier a un début de réponse? Pas forcément. Clara? Je pense que tout ça se réfléchit en ce moment. On voit bien que les administrations réfléchissent à ça, notamment à rendre public de plus en plus de données sur les entreprises, sur la population française. Donc on est dans ce mouvement-là, justement, de rendre public le plus possible de choses, parce qu'on prend conscience de la valeur de ces données-là. Donc c'est vraiment work in progress. On est en train de travailler sur ça. Ce qu'on dit souvent, ce que j'entends souvent en tant que journaliste, c'est qu'au moins dans le domaine de la santé, on a peut-être un avantage compétitif énorme, puisqu'on a un système de santé jusqu'à la carte vitale qui fait qu'on capte beaucoup de data en France. C'est une base de données relativement homogène qu'on pourrait peut-être utiliser. La question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser, je ne sais pas, Gilda, sur ce point, est-ce qu'il y a... Ou Olivier? Ouais. Non, on est au début de ça. La plateforme de santé numérique en France, qui a pour objectif d'abriter l'intégralité de la population française, des données santé anonymisées de l'intégralité de la population française. Aujourd'hui, il y a à peu près 9 millions de Français dessus. Ça a été lancé il y a 1 an. Ça, c'est un moment important pour la donnée en général et pour la donnée de santé en particulier. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument réussir. Mais pour le réussir, il faudra qu'on y trouve chacun de la valeur, que des entreprises qui vont utiliser ces données-là pour faire de la recherche y trouvent aussi de la valeur. Donc, on est vraiment dans ce moment pivot où la donnée arrive, on peut la travailler parce qu'elle est anonymisée, parce qu'elle est protégée, etc. Mais il faut que la valeur ajoutée économique vienne mettre sa vitesse sur ces sujets-là. Je partage l'avis. On voit la donnée qui émerge, on voit de plus en plus de clients qui commencent à développer des molécules personnalisées et qui nous demandent de produire des quantités très faibles adaptées à des typologies de clients et qui utilisent justement ces données. Donc on est au début. On voit, nous, quand même qu'aujourd'hui, clairement, le dynamisme est beaucoup aux États-Unis, un petit peu moins en Europe, avec aux États-Unis, en plus, leur capacité à très vite transformer une innovation en industrialisation et en production. On a le temps peut-être pour une question, mais il faut vraiment qu'elle soit courte, parce que sinon il n'y aura pas le temps de répondre. Monsieur. Bonjour, je suis Kemuel Nkwadi, je fais partie du projet jeunesse porté par le Cercle des économistes. Donc, ma question va porter sur le moratoire sur l'intelligence artificielle. Vous avez parlé de l'aspect recherche et donc je voudrais savoir votre opinion sur la question du moratoire qui a été demandé d'être signé. Merci. Merci. Est-ce qu'il faut faire une pause? Personne. Moi je peux répondre alors. Hein. Un journaliste, c'est toujours bavard. En fait, il y a un truc qui est intéressant, je trouve, mais c'est plus un commentaire qu'autre chose, c'est que dans les semi-conducteurs, on parlait de la loi de Moore. Tous les 18 mois, à un prix constant, la capacité de calcul, la puissance double, et on a des effets d'échelle, on va très très vite. Pour la première fois, là, on est confronté dans le monde du logiciel, avec ChatGPT, à quelque chose où, rien que quand on passe de la version 3 à la version 4, il y a des effets de marge d'escalier absolument gigantesques. C'est-à-dire qu'on est dans une innovation de rupture
qui avance très très vite. Et là où ça inquiète beaucoup de gens, c'est que pour une fois en plus, l'impact qu'on va avoir à subir, alors on peut avoir une vision optimiste et il faut la voir comme l'avait Olivier sur le fait que ça va aussi créer plein d'emplois, c'est que ça va sans doute aussi en détruire certains. Parce que ça impacte en plus pour la première fois des cols blancs. Et les cols blancs ont une capacité à se mobiliser, à faire preuve d'inquiétude, qui à mon avis fait que ils ont envie qu'on les défende. La deuxième chose, c'est lors de Vivatech, il y a eu 2 tables rondes. Il y avait à la fois une table ronde avec Elon Musk qui disait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va être confronté à des outils qui seront plus intelligents que l'homme, et si l'homme domine la planète, c'est parce qu'il est l'être le plus intelligent sur Terre. Un jour, il y aura des machines plus intelligentes que l'homme, et ça, il y a de quoi avoir peur. Et Yann Lequin, qui travaille chez Facebook Meta, disait on veut nous interdire, on nous propose un moratoire, et en fait, on veut nous ralentir. Et en fait, il dit c'est ridicule, c'est comme si on avait voulu interdire l'avion avant de l'avoir inventé. En fait, on va petit à petit avancer, créer de nouvelles machines, et le jour où on les créera, on arrivera à inventer les freins moteurs qui vont dessus. Donc ne freinons pas trop. Mais donc je crois qu'effectivement c'est un peu trop savoir. Peut-être pour conclure, un mot de conclusion. La parole à l'économiste Bertrand. Écoutez, les interventions de cette table ronde vont tout à fait dans le sens de l'intervention de Bruno Le Maire hier, c'est-à-dire qui mettait l'accent comme chose importante sur le savoir, la science, la progression, et je pense que toutes ces interventions sont allées dans cette direction. Et ma deuxième remarque, c'est que nous sommes peut-être dans l'histoire de France dans une phase qui ressemble étrangement au Second Empire, c'est-à-dire celui d'un capitalisme entrepreneurial et innovant. Merci à toutes et à tous, et bonne journée de débat ici au Cercle des économistes. Merci.